Donc je vous explique comment est conçue l'exposition. D'abord un petit peu d'histoire pour savoir ce qui s'est passé, spécialement à partir de la Révolution mexicaine, les événements de la Révolution mexicaine, et ensuite les différents régimes politiques qui se sont succédés, et jusqu'au moment où l'armée zapatiste surgit en 1994 et recommence à occuper des terres qui avaient été confisquées par des grands propriétaires. Ici, on voit les différents États du Mexique, et ici, on voit plus précisément les différents peuples indiens, où est-ce qu'ils sont implantés, où est-ce qu'ils ont encore un caractère massif. Hein. Et il faut savoir que le nahuatl, par exemple, qui était la langue des Aztèques, c'est encore parlé par plus d'1 million de personnes, et les langues mayas également bien plus d'1 million de personnes. Hein. Le nahuatl, ça va avec les autres pays au sud, là, Guatemala, etc. Ça va jusqu'à 5 millions de personnes qui parlent le nahuatl. Voilà donc ces événements qui précèdent le soulèvement zapatiste. On voit là par exemple un syndicat de paysans qui est en train de renverser le statut de conquistador. Ça c'est avant le surgissement de l'armée zapatiste, mais c'est déjà les mêmes personnes qui commencent à monter en puissance. Ensuite, on voulait présenter les grands travaux qui se font sur le dos des peuples indiens. Parce que bon, il est clair que le nouveau président, celui qui est là depuis 2 ou 3 ans, considère qu'il faut absolument moderniser le Mexique, mais vraiment dans un sens un peu caricatural, et il n'en a qu'après des méga infrastructures industrielles à réaliser partout et à marche forcée. Et c'est des grands travaux qui se réalisent en fait contre les peuples indiens, puisque ils sont tôt ou tard à ce moment-là chassés de leur territoire, ou s'ils ne sont pas chassés, intégrés à des zones qui se transforment complètement, qui deviennent des zones industrielles, des zones où les mines prolifèrent de partout, et des zones où finalement ils n'ont plus qu'à devenir des prolétaires. C'est un peu comme l'autoroute de Castres avec Carole Delga, quoi. Donc ça c'est le train Maya, ce train qui doit aller de Cancun ici rejoindre Palenque, donc sur plusieurs centaines de kilomètres à travers des territoires qui appartiennent à des communautés indigènes et qui ne veulent pas devenir du gibier à touristes en quelque sorte. Ils ne veulent pas que leur vie devienne simplement faire de la figuration pour que les gens aient l'impression de se balader dans un pays exotique. Et ça ne les intéresse pas. Ici, il y a un autre énorme projet, c'est le projet du corridor interocéanique, où il s'agit de traverser l'isthme de Tehuantepec et de transformer ça en une zone industrielle massive avec lignes ferroviaires, haute tension, autoroutes, gazoducs, exploitation du gaz de schiste, prolifération de mines, etc. Donc là aussi, sans compter l'électricité par éolienne, avec des installations absolument massives qui se font de façon complètement invasive, puisqu'on n'a jamais demandé aux gens leur autorisation. Et les gens, en fait, c'est pas des gens individuellement, c'est des peuples qui possèdent ces territoires et qui refusent l'invasion. Et donc ils s'opposent à ces travaux, et au prix de pas mal de disparitions, de morts, etc. Ici, il y a une sorte de carte là qui montre la zone grossièrement. Et il faut savoir aussi que EDF est parmi les grands industriels qui sont présents dans la zone, et parmi les envahisseurs. EDF veut absolument réaliser ce projet, alors qu'il en a déjà réalisé pas mal, et continue à faire l'âne comme si ces terrains n'étaient à personne et comme s'ils avaient consulté les gens.
et ils savent pertinemment que les gens n'ont pas réellement été consultés. Là, l'exposition fait le détail des magouilles pour dissimuler une invasion en projet propre parfaitement consensuel. Et c'est évidemment faux. Et il est difficile de résister à Oaxaca dans cette zone-là, comme dans les autres du Mexique. Là, il y a le portrait d'un instituteur mexicain de Oaxaca, un militant qui a été arrêté, qui est resté en prison plusieurs années, qui a été torturé pendant plusieurs années, avant qu'on veuille bien admettre qu'il n'avait rien fait du tout. Et le Comité des Nations Unies contre la torture a demandé au Mexique de s'excuser. Il n'y avait absolument rien contre ce type-là qui a été maintenu 4 ans en prison et sauvagement torturé. Un instituteur. Voilà, c'est pour ça que quand EDF fait comme si elle ne savait pas et comme si les choses se passaient normalement, c'est évidemment c'est inacceptable. Là, il y a encore un projet qui est assez ancien, le projet intégral Morelos. Le Morelos, c'était l'état d'origine d'Emiliano Zapata. Et voilà un des leaders contre l'industrialisation qui a été abattu. L'affaire est spécialement choquante parce que le président AMLO, jusqu'avant son élection, répétait qu'on ne ferait jamais ce projet, que c'était un scandale, et finalement non seulement il l'a fait, mais il a même donné en quelque sorte des encouragements aux tueurs en disant que les gens qui s'opposaient au projet étaient des intégristes, des hystériques, des gens d'extrême gauche, des gens violents, et c'est voilà. Et voilà pourquoi. Alors là encore des aéroports aussi, bon, on sait que la répression a été absolument sauvage contre les gens qui ont voulu s'opposer à l'aéroport de Mexico. Ces gens ont réussi à emporter le morceau, mais ça a quand même été très dur, notamment la résistance du village de San Salvador Atenco qui était près de Mexico, où en 2006 la police, toutes sortes de forces de police ont envahi le village, enfoncé les portes les unes après les autres, matraqué les gens jusqu'à en tuer 2, et ils ont embarqué une 50aine de femmes, et ils en ont violé 30. Ces panneaux-là, détaillent la répression. Pour réaliser tous ces projets, on arrête des militants de façon complètement illégitime. On les criminalise, on les maintient à l'ombre ou on les fait disparaître. Ça, par exemple, c'est une fille qui recherche sa sœur. Et sa sœur, elle a disparu alors qu'elle militait contre la disparition des 43 d'Ayotzinapa. Voilà. Donc les 43 ont disparu, la jeune fille qui militait pour leur réapparition a disparu, et la sœur qui cherchait sa sœur disparue a été arrêtée, et elle est en prison depuis plusieurs années. Ça aussi, c'est des gens qui viennent d'être libérés, qui ont passé... Je pense que celui-là, qu'il a passé quasiment 12 ans en prison, celui-ci. Et après, on a reconnu qu'il n'y avait rien. Hein. Voilà. Ça, c'est un prêtre Tzotzil du Chiapas qui est en passe d'être arrêté. Contre toute évidence, on l'accuse d'être un chef d'escadron de la mort, alors que c'est un prêtre. Bon, il soutient les mouvements de libération paysans, mais c'est évidemment un type qui est absolument contre la violence. Après, nous avons des prisonniers politiques. Il y en a quelques-uns qui sont très connus parce que ça fait des années et des années qu'ils sont enfermés. Il y a Fidencio Aldama qui est un Yaqui, il y a Miguel Peralta qui est un Nahua, et son village est un village de libertaires, et ça fait des années qu'il a été emprisonné. Il a été libéré et tout récemment, il a été recondamné à 50 ans de prison. Freddy Garcia, c'est un militant qui se battait pour la libération de Peralta. Celui-ci aussi, il est en prison depuis 4 ou 5 ans simplement pour avoir fait partie des groupes d'appui. Ce qui fait qu'on en conclut que c'est pas seulement de la répression, c'est une vraie guerre. Voilà des gens qui ont disparu. Ils se battaient contre une mine. Elle se battait contre l'abattage des forêts. Irma Galindo. Celui-ci, c'est un journaliste.
Celui-ci, il a reparu parce que la mobilisation a été immédiate, les paysans et les Indiens ont bloqué les routes et pour une fois, la police est intervenue et a cherché. Et ce type-là, ce journaliste, journaliste d'un média indien, a reparu. La plupart ne reparaissent jamais, évidemment. Et en réalité, l'impunité est la règle au Mexique, y compris pour des massacres très connus comme celui d'Aguas Blancas, celui d'Acteal, celui d'El Charco. On va passer des films tout à l'heure là-dessus. Et évidemment, la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, qui étaient des élèves de l'école normale d'instituteurs dans le Guerrero. Et comme ils sont issus de milieux très populaires et de milieux indigènes, c'est des gens qui prennent très au sérieux leur rôle d'instruire les populations et qui souvent sont des militants. Ces gens-là ont disparu au nombre de 43 et ils ont disparu en 2014. Ça fait 8 ans. Et ils ont été manifestement enlevés par l'armée et ensuite liquidés. Et leurs corps ont été brûlés parce que l'armée les a filés à des escadrons de la mort. L'affaire n'est toujours pas élucidée, bien que le président AMLO ait quand même progressé dans cette direction-là, mais il ne veut pas toucher à l'armée. Et il est évident et établi maintenant que l'armée a une énorme part de responsabilité et AMLO ne se sent pas de se mettre l'armée à dos. Et c'est une affaire emblématique au Mexique, partout on voit, il nous manque 43 personnes, et il nous manque 43 personnes, et il nous manque 43 personnes. Partout, nos faltan 43. Et une affaire de maintenant, San Pablo Cuatro Venados, c'est également une communauté indienne, c'est des gens de l'État de Oaxaca, c'est des Zapotèques. C'est des Zapotèques et ils ont des titres de propriété qui remontent à la couronne espagnole, qui remontent ensuite ils ont des titres de propriété de l'époque de l'indépendance, donc ils sont parfaitement en règle, mais ça n'empêche pas que des industriels de la mine veulent récupérer leur terrain et donc qu'on leur envoie des escadrons de tueurs et leur village a déjà été rasé, incendié par 2 fois. La dernière fois il y a 2 mois. Et donc on voudrait faire participer les gens à une collecte pour les aider à reconstruire leur village. Alors ça c'est une des collectes qu'on fait ici, cette collecte pour les Indiens zapotèques de Cuatro Venados. Las Casas avait officié comme évêque à San Cristobal il y a 5 siècles. Et ensuite, un autre évêque connu, ça a été Samuel Ruiz, qui dit qu'il a été converti par les Indiens. Et donc, à son époque, il avait aidé à mettre sur pied ce centre de droits humains, Fray Bartolomé de las Casas, on l'appelle le Fraiba. Bon, alors le Fraiba, maintenant, qui est toujours composé de gens absolument au-dessus de tout soupçon sur la nature de leurs informations, des observations pondérées et incontestables, fait un bilan sur comment est utilisée la prison au Chiapas. Celui qui se bat n'en sort pas, c'est un arbitraire total. La torture, elle est généralisée au point de devenir une pratique ordinaire. Les groupes criminels commencent à proliférer, et y compris les cartels mexicains du Nord qui commencent à descendre dans le Sud. Mais là, c'est d'abord les groupes criminels qui servent à faire le sale boulot pour le gouvernement qui n'envoie plus l'armée contre les zapatistes et qui préfère faire une guerre de basse intensité en envoyant des groupes criminels masqués. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même 72 postes militaires en plus qui encerclent les zapatistes. Et donc les comités zapatistes sont fréquemment attaqués par ces paramilitaires. Au point qu'il y a des déplacements forcés à l'intérieur de la zone zapatiste. Plus de 20 000 personnes sur les 100 000 sont en déplacement constant pour éviter les fusillades. Quant au cartel, il profite du fait que l'État s'est complètement désengagé de l'ordre public au Mexique. Ils profitent de ça pour s'installer. Et les cartels sont encore plus dangereux que les paramilitaires parce qu'ils pratiquent une violence aveugle absolument déchaînée. Voilà. Donc le Fraiba fait
fait ce constat et nous on incite à participer à une collecte pour soutenir le Fraiba. Cette collecte est essentielle pour soutenir l'action des apatistes parce que pour sortir des gens de prison, pour éviter des enlèvements, des choses comme ça, c'est capital. Voilà, et là pour terminer, il m'a semblé intéressant de noter ce que les populations indigènes disaient sur le progrès et sur le développement et voilà, ils ont un discours tout à fait clair là-dessus. Ce qu'on appelle développement, ce qu'on appelle progrès, pour eux signifie invasion des terres, prolétarisation, et ils n'y voient pas autre chose qu'une forme nouvelle de conquête et d'envahissement. Et ils ne sont nullement esclaves de la modernité et nullement désireux de rentrer, de monter dans le train de ce que les investisseurs appellent avec beaucoup d'insolence le progrès. Ici, on a mis les portraits de personnes qui, dans les 3 dernières années, c'est tous des leaders indigènes qui ont été assassinés en raison de leurs activités. Voilà, on ne va pas raconter leur histoire à tous. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux. Certains ont été enlevés, assassinés, d'autres ont été mitraillés en pleine rue ou sur un marché. Et parmi ces gens qui souffrent beaucoup, il y a spécialement les paysans du Guerrero, qui est la région la plus violente du Mexique. Et ces gens-là, les leaders sont assassinés les uns après les autres et c'est des communautés qui comptent des dizaines de morts. Là, il y a la police indienne qu'ils ont essayé de monter pour se protéger des paramilitaires. Mais ça ne les protège pas des tueurs qui peuvent venir la nuit. Donc voilà, des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux qui ont été assassinés. Et ça continue là, il y en a d'autres malheureusement, je n'ai noté que quelques visages, ceux qui sont bien connus au Mexique parce que c'est des affaires emblématiques. Celui-ci il se battait contre des barrages sur le Rio Verde. Celui-ci a été mitraillé dans sa cuisine, il y avait son fils aussi qui a été mitraillé. Celui-ci c'est un Indien de la Basse-Californie qui défendait les terres de sa communauté. Celui-ci c'est un étudiant en biologie, il est avec un serpent là. Ceux qui défendent les territoires et la nature sont particulièrement visés, etc. Un yaqui, celui qui a pris sa relève, qui a été flingué pareil. Un leader paysan de Acteal au Chiapas. Il a été descendu en plein marché. C'est des chrétiens purs et durs, hein, des gens absolument non violents. Et ça, ici vous avez un homme blanc. C'est un camarade qui s'était enrôlé avec les forces de police locales, les forces de police indigènes pour les aider à résister aux paramilitaires. Un instituteur qui a été descendu aussi. Et voilà, ce qui prouve que le commandant Marcos avait raison quand il disait au début de la guerre en 1994, la réalité te hurle à la figure que tu es dans de sales draps et que tu dois faire quelque chose pour la changer. Et voilà. La zone Maya, c'est tout le Yucatan et puis ensuite naturellement tout le Chiapas. Et ensuite ça descend à Honduras, El Salvador, Guatemala, c'est la zone Maya. Après la grosse tâche de la langue nahuatl, la langue des Aztèques, c'est le plateau mexicain, toute cette zone-là avec la montagne Baja. Et l'autre zone la plus violente du Mexique, celle que je signalais, c'est le Guerrero. C'est là. Ça a beau être près de Mexico, c'est une zone où vraiment les paysans indigènes se
se font assassiner de façon systématique, quoi. Il n'y a aucune région du Mexique qui soit sûre, hein, mais disons que le Guerrero a quand même la palme, hein, d'assez loin. Guerrero et Oaxaca, tellement heureux. Et le Chiapas qui est en train de le devenir aussi par l'installation en plus des paramilitaires qui sont là pour des raisons politiques, et les cartels de la drogue qui arrivent par là et qui veulent imposer leur culture et qui sont assez radicaux, hein. Ils arrivent à 4 ou 5 avec des armes et ils disent aux communautés paysannes, maintenant vous allez cultiver ça. Réfléchissez-y, on en reparle demain. Et le lendemain, les paysans ils disent là on en a parlé avec la communauté, on ne va le faire. Ils les descendent. C'est pas plus compliqué que ça. L'État mexicain, pour en finir avec la révolte zapatiste, a décidé de ne pas s'engager, mais par contre d'envoyer en sous-main des paramilitaires. C'est-à-dire que jamais la police, jamais l'armée, jamais l'État ne va intervenir en cas de meurtre, en cas de démonstration armée des paramilitaires. Et donc voilà, les cartels se disent à juste titre que c'est bon pour eux, quoi. Et bon, je ne sais pas si les zapatistes pourront résister à un niveau de violence tel que les cartels sont capables de le déployer, quoi. Parce que il y a quand même une résistance armée. Des polices indigènes qui se sont mises sur pied, mais c'est des gens qui sont armés de carabines. C'est la force du nombre qui peut leur faire éventuellement résister à une attaque des paramilitaires. Mais par contre, quand il y a un cartel qui veut vraiment le terrain et qui veut vraiment descendre tous ceux qui s'opposent à eux et puis que l'affaire soit réglée en 3 jours, ouais, là, il y a personne ils ont les moyens, quoi. Il n'y a personne qui peut résister à ça. Ils ont les moyens, ouais. Les moyens, parce que là maintenant ils sont en train d'envoyer des drones avec des explosifs sur les communautés indigènes, hein, dans le Guerrero. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ils ont ces moyens technologiques, ils ont toutes les armes qui normalement sont réservées à la gendarmerie, à l'armée, qui sont des armes spécifiques de l'État. Ils les ont tous, les armes lourdes. Okay. Ouais, les paysans peuvent résister d'une certaine façon et jusqu'à un certain point, ils le font. Hein. Mais ils ne peuvent pas s'aligner contre une violence déchaînée de ce niveau-là, c'est sûr. Ici, non? Oui, en fait, moi je suis c'est la côte sud-ouest. Il y a des fachos qui avaient fait
Les stands, vous les avez filmés? También, por favor, llega. Hein? Et leur territoire collectif. Donc ils ont récupéré ces terres qui comprenaient naturellement des terres fertiles, alors que les grands propriétaires les avaient toujours cantonnées dans les zones les plus incultivables et les plus désertiques. Et avec ça, comme les zapatistes visent à l'autonomie, ils n'ont pas le choix, de toute façon, vu que le gouvernement ne va rien faire pour eux. Ils visent à l'autonomie alimentaire, premièrement, ils visent à l'autonomie culturelle, ils visent à l'autonomie sur le plan sanitaire, se créer leurs dispensaires, leurs propres cliniques, leur système de soins, leurs écoles pour leurs enfants, leur système scolaire, tout ça. Enfin, l'autonomie, c'est tout ça, mais c'est à la base, évidemment, avoir de quoi se nourrir et ne pas attendre d'un magasin, ni du système financier, commercial, ce qui va nourrir les personnes. Donc évidemment, ils ont des champs et essentiellement, ils sont des paysans. Donc la récupération des terres, c'est pas seulement une affaire symbolique, c'est quelque chose qui est absolument vital pour nourrir les populations. Et le problème, c'est que là, on leur a envoyé des groupes armés, plus ou moins identifiables parce que les gens sont masqués. Ce qu'on sait, c'est quand même qu'ils ont des armes lourdes dont disposent en principe seulement la police, la gendarmerie et l'armée. Et qu'avec ça, ils ont envahi les terres, et ils ont tiré des barbelés, et ils ont encerclé cette communauté, lui interdisant de fait de cultiver, volant son bétail, voire coupant les arbres fruitiers, ou détruisant la mare à poissons. Donc tout ce qui est du ressort de la survie alimentaire est en danger, et de même cette agression les a empêchés de faire les semailles pour la période qui suit. Donc voilà, il y a des gens qui sont allés là-bas et qui ont filmé la situation actuelle, et c'est un petit documentaire assez édifiant. Ouais. C'est pour les enfants, ça date plus. Oui, ça peut se voir. C'est pas bisounours, mais c'est pas choquant. El movimiento zapatista lo resumo como la parte reivindicativa que esta nación necesita y merece.